Bonjour. Bonjour. In this program, we'll be looking back over some of the language covered recently. There's a survey on that well-known French tradition, la bise, the kiss on both cheeks, and later we join a group of people setting out on what the French call une randonnée, a hike through some of the most beautiful mountain scenery to be found around Grenoble. But first, a reminder of some of the language we've looked at in the last 4 programs. Knowing how to ask about time is useful in all sorts of situations. The key phrase is, à quelle heure? In our first scene, which we've shown before, a traveller goes to the coach station, la gare routière. She wants the next coach to the town of Mans. Pardon, le prochain car pour Mans, c'est à quelle heure, s'il vous plaît? Il est à 8 heures. Et il arrive à quelle heure à Mans? Le car arrive à Metz à 9h45, madame. À quelle heure? Le car est à quelle heure? Le car part à quelle heure? Le car arrive à quelle heure? That's the pattern. And into that you can slot the destination. Le car pour Mans est à quelle heure? And you can slot in which coach. Le prochain car, the next one. Le dernier car, the last one, and so on. So you end up with a question like, le prochain car pour Mans est à quelle heure? Understanding time shouldn't be too difficult now that you've mastered numbers. In this scene we hear, il est à 8 heures. Then we hear, il arrive à 9h45. And later you'll hear, il part à 15h15. Remember that all official times are expressed in the 24-hour clock system. So 15h15 is 15:15, 3:15 in the afternoon. Have a look at the whole scene now. Pardon, le prochain car pour Mans, c'est à quelle heure, s'il vous plaît? Il est à 8 heures. Et il arrive à quelle heure à Mans? Le car arrive à Metz à 9h45, madame. Un aller-retour pour Mans, alors, s'il vous plaît. Oui. « 27 francs 80. Oui, 29, 30. Merci. Ah, le dernier car pour Grenoble part à quelle heure de Mans? Il part à 15h15. Tenez, voilà l'horaire. Merci. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. 2 words to remember. Un horaire, a timetable. Un aller-retour, a return ticket. It's not just for traveling that you need to ask about times and dates. In the next scene, someone is planning a visit to the theatre. She goes to la Maison du Tourisme to find out what's on in Grenoble and when. Bonjour madame. Bonjour madame. Quelles sont les activités culturelles à Grenoble? Danse, cinéma, théâtre? Le théâtre. Du théâtre, oui. Il y a le théâtre municipal à Grenoble avec 2 spectacles, dont Pasquale et les Fourberies de Scapin. Et à la Maison de la Culture, il y a les 3 sœurs de Tchekhov. Les 3 sœurs m'intéressent. Oui, voici le programme général de la Maison de la Culture. Et ça commence quel jour? Ça commence le 13 octobre jusqu'au 28 octobre. Et ça commence à quelle heure? C'est à 20h30 le soir. Ça commence à quelle heure? À 20h30. Ça commence quel jour? Ça commence le 13 octobre. Et vous n'avez pas une matinée? Oui, il y a une matinée le dimanche 24 octobre à 15h. Est-ce qu'il faut réserver longtemps à l'avance? Oh, 1 semaine, c'est suffisant. Bien, merci beaucoup madame. Je vous en prie. Au revoir, Au revoir, madame. Est-ce qu'il faut... Is it necessary to... Notice the phrase il faut with its general sense of what's necessary or what has to be done. Il faut réserver, you have to book. And to turn that into a question, you can add the phrase est-ce qu'il faut réserver? Do you have to book? Now food. One of the problems of ordering in a restaurant is making sense of the particular names given to dishes.
These can vary depending on the region or even on the restaurant. So it's very useful to know how to ask what something is and to understand when it's described to you. There's a similar situation in the next scene. Here, a customer is looking for a local cheese at a stall in the covered market. First, he wants a cheese called Comté, which comes in 3 types: mild, medium, or mature. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je voudrais du comté s'il vous plaît. Oui. Lequel préférez-vous, doux, demi-sel ou fruité? Le fruité. Là. Comme ceci. Un petit peu moins. Oui. Et puis la moitié de la tranche s'il vous plaît. Un petit peu moins. A tiny bit less. Et puis la moitié de la tranche. Then half the slice. This is quite the normal way of asking for a very small quantity of cheese in France. Moins, less. Un peu moins, a little less. Plus, more. Un peu plus, a little more. After he's bought that cheese, the customer sees another one that looks interesting and asks what it is. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et ceci, qu'est-ce que c'est? De la tome de Savoie. Ah, bien. Est-ce que vous avez du fromage de chèvre frais? Oui. Nous avons la bûche à la coupe. Et c'est fort? C'est un fromage assez doux et celui-ci est très frais. Vous en mettez un petit morceau s'il vous plaît. Comme ceci. The customer decides on goat's cheese, du fromage de chèvre, and wants to know what it tastes like. C'est fort? Fort, strong. He's told c'est assez doux, mild, et très frais, fresh. Fort, doux, frais, 3 words you often hear when food or drink is being described. Et c'est fort? C'est un fromage assez doux et celui-ci est très frais. Vous en mettez un petit morceau s'il vous plaît. Comme ceci. Oh, un peu plus. Un peu plus. Très bien. So much for buying things. Now for a look back over some of the phrases you'll find useful in conversation. In the past 4 programs, we've concentrated on talking about what people like. The things they like, the things they like doing, and the sports they like playing. The key word is aimer, which can cover most feelings from the deepest passion to a taste for steak and chips. J'aime la danse. J'aime la musique. J'aime beaucoup le théâtre. J'adore le steak frites. One of the things we asked people about in the service was what they like doing in their spare time. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? Qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime lire. J'aime danser. J'aime aller au cinéma. To talk about what you're going to do, you can use the verb aller, meaning to go. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? What are you going to do tonight? Ce soir, je vais jouer au football. Ce soir, je vais danser. Ce soir, je vais aller au cinéma. Ce soir, je vais manger au restaurant. Ce soir, je vais dormir. In the last program, we looked at how to talk about the sports you play. If it's one that doesn't necessarily involve team competition, then you use the verb faire. Vous faites du sport? Je fais du ski. Je fais du judo. Je fais du jogging. If you're talking about the sort of game you play,
You can also use the verb jouer. Je joue au football. Je joue au rugby. Je joue aux boules. In this week's survey, we look at an institution as traditionally French as the game of boule. It's called la bise, the kiss on both cheeks. And like other non-team sports, it's used with the verb faire la bise. We've mentioned in an earlier program the importance of shaking hands when you meet and say goodbye to a French person. But who do you favor with la bise? Just for once, we're not trying to revise or teach any particular language in this survey, but simply to find out from the people of Grenoble their views on an important topic. Lorsqu'on dit bonjour aux gens, à qui fait-on la bise normalement? À ses intimes. Et lorsque vous dites bonjour à quelqu'un, est-ce que vous leur faites automatiquement la bise? Ah non, absolument pas, c'est pas de ma génération, ça. Oh, des gens que je connais très bien. Ça dépend de la personne à qui je m'adresse. Si c'est une personne familière, oui. Mais sans ça, non. Ah, moi, je suis pas un bisouilleur, alors... Lorsqu'on dit bonjour à quelqu'un, à qui fait-on la bise? Et quand vous dites bonjour à quelqu'un, est-ce que vous lui faites la bise? Ça dépend si je le connais bien. Et si vous le connaissez bien? Oui. Well, even if you didn't understand every word, you probably got the general idea that people only kiss good friends on the cheek. And one woman seemed to think it was something that the younger generation were particularly keen on. But how many kisses should you give? Et vous lui faites combien de bises? Ça dépend. En France, on en fait 2 au moins. Lorsqu'on fait la bise, on fait combien de bises? Oh hélas, on en fait des quantités. Moi, 1 me suffit. 2. Ah, je fais 3. À Paris, on fait 4 bises. Ah, ici, c'est 2 dans la région. On s'embrasse 2 fois et dans certaines régions, c'est 3 fois. C'est la coutume. It seems regional differences are more important than personal enthusiasms in determining the number of kisses. The Dauphiné came out rather low with a cautious 2, and Paris top with an extravagant 4. In our next program, we'll be moving south to the vineyards and old towns of the Languedoc on the Mediterranean coast. So today, we take our last look at the Dauphiné and visit the mountains of the Vercors to the west of Grenoble, an area very popular for winter sports and in the summer for hiking trips. Les randonnées. Hiking is a favorite pastime of the Grenoblois, but they live close enough to the mountains to respect the dangers, particularly of unexpected fog, le brouillard. People with little hiking experience can hire qualified guides who will plan a route for them, taking into account the stamina of the walkers, la résistance physique, the contours of the terrain, les dénivelés, and of course the weather forecast, la météo. We follow a small group of randonneurs on a day's hike that takes them past one of the most famous landmarks in the Vercors, the peak of Le Mont Aiguille. On this occasion, the guide is Fleb, a university teacher whom we've already met in this series. We join him as he plans the route. Fleb a 32 ans. Il habite à Grenoble dans un appartement. Il est originaire de Haute-Savoie, une autre région des Alpes. Sociologue de profession, Fleb est aussi accompagnateur de randonnées en montagne. Il est en train d'étudier une carte du Vercors et de préparer le chemin pour une randonnée prévue le lendemain. Fleb, vous êtes en train de préparer une randonnée. Quelles sont les différentes étapes de la préparation? Ça dépend comment se présente la randonnée. Parfois, je connais déjà l'itinéraire, pour l'avoir déjà fait auparavant. Dans ce cas, il n'y a pas trop de problème. C'est un peu plus difficile quand je ne connais pas l'itinéraire. Donc je suis obligé de repérer l'itinéraire sur une carte. Je sais à peu près où je vais aller parce que on m'a dit tel endroit c'est bien ou moi-même j'ai envie d'aller à tel endroit. Je ne sais pas par où, alors je regarde la carte et je fais mon itinéraire en m'aidant de la carte, du livre qui accompagne la carte, qui explique un certain nombre d'itinéraires possibles. Je calcule les dénivelés, puisqu'en montagne, l'important c'est pas tellement la distance, on ne calcule pas
le temps qu'on va passer en nombre de kilomètres, mais en dénivellation entre les deux points les plus extrêmes de la randonnée, le point de départ et le point d'arrivée. C'était drôle parce que je suis passée dans le village où je connais les gens. Et il me dit, où tu vas avec ton panier? En se moquant un peu de moi, tu vois, parce qu'il était un peu grand. Ensuite, je regarde les difficultés éventuelles en fonction des gens qui vont m'accompagner. Ça dépend de leur niveau, de leur résistance physique, de leur préparation. Il y a un certain nombre de paramètres dont je dois tenir compte. Il faut tenir compte de la météo. C'est un paramètre important quand on va en montagne. C'est beaucoup plus important qu'en plaine parce qu'en montagne, le temps change très vite. On part le matin avec un soleil magnifique et on se retrouve ça m'est arrivé d'ailleurs, avec la neige au sommet, la neige, le brouillard. Alors quand on a des gens qui sont en tennis, ça peut poser des problèmes. La randonnée qui a l'air très facile au premier abord peut être dangereuse si les conditions se gâtent. Et beaucoup de gens pensent qu'on peut se lancer en montagne comme on va se promener le dimanche après-midi à la campagne. C'est pas vrai. Col de Lopé. De toute façon, les deux mènent au même endroit. L'autre est un peu plus raide. Jusqu'au col, mais pas plus loin. Ah non, après on arrête. On va exténuer. Ça se couvre quand même un peu. C'est tout à fait incertain. Peu probable. Ah, attention, le chute. L'horrible chute. Alors là, on a une très belle vue sur la forêt du coin, qui est une forêt mélangée. Et l'intérêt de ces forêts mélangées, outre que c'est beau, d'une part, c'est que écologiquement, ça tient beaucoup mieux le sol. Avec différentes espèces, il y a des feuillus, là en face de nous, il y a des hêtres, et il y a des résineux. Il n'y a pas de sapins, on parle beaucoup de sapins en général, mais c'est souvent d'autres espèces. Ici, il y a des épicéas, comme ce qu'on voit là devant, ce grand arbre-là. Et il y a différentes espèces d'arbustes aussi. Il y a du cynorhodon, c'est l'églantier, juste avec les fruits rouges. Cynorhodon dont on fait une excellente confiture. C'est plus joli. On y va? Ouais. Bon, on va continuer. Non, on va continuer sur le... Vas-y. Sur le chemin de là. Voilà. L'autre coupe et rejoint plus haut. On a toujours intérêt d'ailleurs à faire tous les lacets. C'est plus long, mais c'est beaucoup plus fatigant. Et la veille, au matin, quand tu passes à la mairie. Ah, c'est beau, là, hein? Ouais. C'est super. C'est par là qu'on est loin, ça fait... Ce petit pas là, c'est quoi ce petit pas là? Ah oui. Maintenant, les problèmes de sécurité deviennent beaucoup plus importants quand les conditions de temps se gâtent. Quand il y a du brouillard, quand on risque de se perdre, il faut que tout le monde se tienne assez proche de façon à ce qu'on se suive et on se voit. On voit toujours celui qui est devant. C'est particulièrement important d'ailleurs ce problème de brouillard sur le plateau du Vercors. Il y a régulièrement des gens qui se perdent lorsque le brouillard tombe, et il tombe brutalement. C'est un massif calcaire qui est plein de trous, et on peut comme ça tout d'un coup disparaître dans une fissure qui a 10, 20, 30 mètres de profondeur. En tout cas, normalement... On se met là? Oui, on se met là, par beau temps. Alors on a une vue superbe ici. Dommage. Ouais, alors le Montaiguille, évidemment. Évidemment. On voit rien. Les rochers du parquet qu'on a déjà vu tout à l'heure, ils sont cachés. Le pas de l'aiguille, qu'on voit pas. Et je crois qu'on voit rien. Et on continue où tout à l'heure? Robert, tu jettes un regard concupiscent sur ce vin. Le flacon n'est pas ce qu'il pourrait être, mais le contenant quand même. Well. Tenez, on peut mettre ça là-dessus. Ah bah oui. Regarde. Ah bah oui.
superbe. Je sais pas si c'est le Sancerre, mais c'est le Sancerre. Bah dis donc, j'ai parlé trop vite tout à l'heure en disant que... Hein? Une belle canne en bois d'arbre massif. Ce que je trouve génial, c'est qu'il y a même le citron. Bah, faudrait... Ah tiens, je vais vous annoncer quelque chose, ouais. c'est que je fume la pipe maintenant. Ah ouais? Oh. Et t'as amené 6 pipes, 5 pipes là? J'ai amené la mienne. Mais t'as arrêté les cigarettes ou bien? Non, tu Ouais, fumes la pipe en plus? J'achète plus de cigarettes. Ah. C'est pas moi ça, je trouve. C'est un Saint-Marcelin. C'est un Saint-Marcelin. Oui, Alors moi, j'ai même pas sorti mon sac. Hein. Moi j'ai bien sorti, mais ça vaut pas la peine d'en parler. Si, j'ai quand même du jambon fumé. Ah. Quelques petites prunes du jardin. Moi j'ai un jambon maison. Un jambon maison, bah tu sers toi. T'es pas obligé de... Moi, je ne suis pas né en montagne. Je crois qu'il y a très peu de gens qui sont vraiment nés en montagne. Mais je suis arrivé en montagne, en tout cas, à l'âge de 6 mois. C'était en Haute-Savoie, dans un petit village. Et je pense que mon attirance pour la montagne date de cette époque. Comment s'appelle la montagne Michel qui est tombé vers Chambéry là. Tu savais, non? Ah non, c'est Non, pas... c'est pas ça. C'est pas dans cette direction. Non, non. Tu vois? J'ai besoin d'avoir un peu cet horizon fermé, certains disent fermé, par les montagnes. Pour moi, c'est pas une fermeture, c'est beaucoup plus que ça. C'est une possibilité d'être au-dessus, de quitter la condition quotidienne, habituelle qu'on a en ville, qu'on a sur le plat pays, hein, dans la plaine, et d'avoir une autre vision du monde. Je me souviens plus. Quand on est au sommet d'une montagne, ce qui est en général l'objet d'une randonnée, d'aller sur un sommet, on a une vision du monde très, très apaisée et très ouverte. Et il y a une espèce de communion qui peut s'instaurer entre soi-même et le paysage alentour. C'était un espèce de vallon assez ouvert. En hiver? En hiver, hein. Oui, ça fait 3 ans. Des raids d'une semaine, c'est long aussi. Ouais. Là, il y a une belle vue sur le Trièvre. Et là, derrière la deuxième crête, il y a le lac du Monténard. Un jour, il faudrait qu'on se le fasse, ça. On voit normal, ouais. Bon, on continue? Ouais.